Dans la somptueuse villa d'Alessandro Conti, aux portes de Rome, un dîner d'une importance capitale se déroulait sur la terrasse. L'air était chargé d'élégance et d'accords millionnaires murmurés du bout des lèvres. Le maître des lieux, âgé de 50 ans, était le roi d'un empire alimentaire, mais un homme vidé. Depuis qu'il avait perdu sa femme, ses yeux étaient devenus cyniques, son cœur une forteresse de glace. Il se déplaçait parmi les invités avec une perfection étudiée, projetant une image de pouvoir absolu qui cachait une solitude profonde et amère. Personne ne pouvait imaginer que, à quelques mètres de ce luxe ostentatoire, se cachait un secret qui aurait pu tout détruire. Sofia Moretti, une domestique de 28 ans, se déplaçait entre les tables comme une ombre. Son visage était doux, mais ses yeux cachaient une fatigue qui allait au-delà de l'épuisement physique. Elle travaillait avec une dignité impeccable, mais à l'intérieur d'elle, la panique hurlait. Chaque sourire forcé était une prière silencieuse. Son secret se trouvait dans sa petite chambre, dans la zone de service. Sa mère, Anna, atteinte d'un début d'Alzheimer, était là. L'aide-soignante avait annulé à la dernière minute. Désespérée pour ne pas perdre le travail qui payait les soins, Sofia avait pris la décision la plus risquée de sa vie. Elle avait emmené sa mère avec elle, espérant qu'elle dormirait, qu'elle resterait tranquille. Un pari contre le destin. Mais le destin, ce soir-là, était un tricheur cruel. Soudain, une silhouette confuse et fragile apparut sur la terrasse, tel un fantôme surgi d'un autre monde. C'était Anna. Désorientée par les lumières scintillantes et la musique douce, elle errait entre les tables le regard perdu. Sa trajectoire incertaine l'amena à percuter l'épouse de l'un des plus importants partenaires commerciaux d'Alessandro. Un verre de vin rouge se renversa, tachant une robe de haute couture, comme du sang sur de la neige. Le silence tomba, tendu et contre nature. « Vieille démente !» hurla la femme, la voix aiguë et chargée de mépris. « Regardez ce que vous avez fait. Qui a laissé entrer cette créature ici ?» Le mot « créature » résonna dans l'air, une insulte cruelle lancée contre la fragilité d'Anna. De l'autre côté de la terrasse, le cœur de Sofia s'arrêta. Le plateau qu'elle tenait lui glissa des mains, s'écrasant au sol dans un bruit assourdissant. Elle courut. Elle ne marcha pas. Elle courut vers sa mère, les yeux brûlants de larmes contenues. Mais elle ne s'humilia pas. Elle ne s'excusa pas servilement. Elle se posta droite et fière entre l'invitée furieuse et sa mère, la protégeant de son corps comme une lionne protège son petit. Elle fixa la riche femme dans les yeux. D'une voix basse mais qui résonna sur toute la terrasse, elle dit « Ce n'est pas une créature, c'est ma mère, et elle est malade. » Son regard se déplaça sur la robe tachée. « Ça se rachète. La dignité de ma mère, non. » Alessandro Conti, de sa table, assista à toute la scène, et ces mots, ce geste d'amour féroce et désespéré, le frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Ils firent s'effondrer le mur de glace qu'il avait construit autour de son cœur. Dans cette jeune domestique, il vit un reflet de la force et du dévouement avec lesquels il avait lui-même soigné sa femme Livia, jusqu'au dernier jour. Une vague d'émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années le submergea, l'étouffant presque. Il se leva. Tous les yeux se tournèrent vers lui, s'attendant à ce qu'il renvoie la jeune fille sur le champ. Au lieu de cela, il s'approcha de l'invité indigné. Avec un calme glacial plus effrayant que la colère, il dit « Mon dîner est terminé, veuillez quitter ma maison. » Puis il se tourna vers Sofia et sa mère. Et pour la première fois depuis qu'elle travaillait là, elle vit ses yeux. Et ce n'étaient pas ceux d'un maître, c'étaient ceux d'un homme. Un homme profondément, irrémédiablement ému. Mais aucun d'eux ne savait que ce simple acte de compassion n'était que le début d'une guerre. Si cette histoire vous a déjà ému, laissez un like pour nous faire savoir que vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-nous de quelle ville vous nous regardez et aidez-nous à atteindre notre rêve de 1000 abonnés. Il ne manque vraiment pas grand-chose. La porte se referma derrière le dernier invité indigné. Le silence qui tomba sur la terrasse fut plus assourdissant que les cris de tout à l'heure. Monsieur Rossetti, le partenaire commercial, s'approcha d'Alessandro, le visage rouge de colère. « Conti, tu es devenu fou? Ma femme a été humiliée publiquement. Ta femme a été cruelle envers une personne sans défense, » répliqua Alessandro, froid comme le marbre de sa villa. « Ça m'est égal, » siffla Rossetti. « Soit tu renvoies cette domestique et tu m'envoies des excuses formelles, soit notre accord de 20 millions est lettre morte. À toi de choisir. » Alessandro le regarda, sans une ombre, d'hésitation dans ses yeux fatigués. La porte est par là, bonne nuit, Rossetti. L'homme s'en alla, furieux, claquant le portail avec une violence qui résonna dans la nuit.
Alessandro avait fait son choix, mais il n'en connaissait pas encore le prix. Pendant ce temps, Sofia avait ramené sa mère dans sa petite chambre. Anna était effrayée. Elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, et elle pleurait doucement. « Tout va bien, maman », lui murmurait Sofia en lui caressant les cheveux gris. Ses propres mains, cependant, ne cessèrent de trembler. Elle s'attendait à être appelée et renvoyée d'un moment à l'autre. Chaque pas dans le couloir faisait sursauter son cœur. Le lendemain matin, la tempête se déplaça à l'intérieur des murs de la villa. Madame Valli, la gouvernante en chef, une femme rigide qui vivait pour l'ordre et le protocole, demanda un entretien avec Alessandro dans son bureau. « Monsieur Conti, ce qui s'est passé hier soir est une honte inouïe, » dit-elle, la voix tendue, comme une corde de piano. « Cela a sapé l'autorité, la discipline. La jeune fille doit être renvoyée immédiatement. »« Madame Valli, » l'interrompit Alessandro, le regard perdu par la fenêtre. « Je m'en occuperai personnellement. » Son calme l'irrita. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que son contrôle de fer sur la maison était menacé, et la menace avait le visage de Sofia. Mais Alessandro n'était pas calme. En lui, une bataille faisait rage. Après le départ de la gouvernante, il monta à l'étage et entra dans une pièce qu'il gardait toujours verrouillée, la chambre de sa femme, Livia. Elle était restée intacte, comme un mausolée. L'air sentait encore son parfum. Il s'approcha du lit. Il se souvint des nuits blanches où il donnait à manger à sa femme qui ne le reconnaissait plus, l'appelant par un autre nom. Il se souvint de sa propre colère, de son désespoir, du sentiment d'impuissance face à une maladie qui vole l'âme avant le corps. Le geste de Sofia, sa force lui avait montré un reflet de son propre passé, et cela faisait un mal de chien. L'aider signifiait rouvrir ses blessures, revivre cette douleur, et il n'était pas sûr de vouloir le faire. Il avait terriblement peur. Sofia, ignorant le tumulte de son employeur, continuait à accomplir ses tâches, marchant sur des œufs. Les autres domestiques l'évitaient, comme la peste. Certains la regardaient avec mépris, d'autres avec une pitié qui l'humiliait encore plus. Elle était complètement seule, puis un appel téléphonique lui coupa les jambes. C'était le médecin de sa mère. « Mademoiselle Moretti, les résultats des derniers examens ne sont pas bons. La maladie progresse plus vite que prévu. » Le médecin continua, d'une voix grave. « Elle aurait besoin d'une structure spécialisée, un endroit où l'on pourrait la suivre 24 heures sur 24, avec du personnel qualifié. Combien coûte un tel endroit ?» demanda Sofia d'un filet de voix. Le chiffre qu'elle entendit, lui, coupa le souffle. C'était plus que ce qu'elle gagnait en une année entière. C'était un mur infranchissable. Elle raccrocha, sentant la panique pure lui serrer la gorge. Maintenant, elle ne pouvait absolument pas perdre ce travail. C'était son seul et fragile espoir. Mais les forces contre elle se liguaient, implacables. Le téléphone d'Alessandro se mit à sonner sans cesse. C'étaient les membres du conseil d'administration de son entreprise. La nouvelle de la rupture avec Rossetti s'était répandue comme une traînée de poudre. « Alessandro, mais qu'est-ce qui t'a pris ?» tonna la voix d'un associé âgé. « 20 millions pour défendre une domestique. Tu as complètement perdu la tête ?» La pression était énorme, écrasante. Son empire, bâti sur la logique et le profit, était menacé par un seul acte de cœur, inexplicable. Il se sentait piégé, partagé entre le monde cynique des affaires dans lequel il avait toujours vécu et cette nouvelle et effrayante émotion que Sofia avait réveillée en lui. Madame Valli, se sentant court-circuitée et voyant son autorité en danger, décida qu'elle devait agir. Si le maître ne voulait pas entendre raison, elle la lui montrerait, à sa manière. Pendant qu'Alessandro était au téléphone, la gouvernante entra dans le bureau sous prétexte de faire la poussière. D'un geste rapide et invisible, elle fit glisser dans sa poche un petit mais précieux presse-papiers en argent. Puis, elle se rendit directement dans la chambre de Sofia. Prétextant un contrôle de routine, elle fouilla dans ses maigres affaires. Et bien sûr, elle trouva le presse-papier qu'elle avait elle-même caché là quelques minutes plus tôt sous une pile de t-shirts. Elle retourna triomphante auprès d'Alessandro, interrompant son appel. « Monsieur, je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Il ne s'agit pas seulement d'avoir enfreint le protocole. » Elle posa l'objet en argent sur le bureau, le faisant briller sous la lumière. « La jeune fille est aussi une voleuse. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase, la poussée finale qui le fit basculer dans l'abîme. Un contrat de plusieurs millions partit en fumée, le conseil d'administration sur le pied de guerre, et maintenant une accusation de vol à l'intérieur des murs sécurisés de sa maison.
Alessandro se sentit écrasé. La logique froide qui l'avait toujours guidé reprit le dessus. La compassion était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre. Il fit appeler Sofia dans son bureau. Quand elle entra, elle le trouva debout, de dos, regardant par la fenêtre. Il ressemblait à une statue de pierre. « Sofia », dit-il sans se retourner. Sa voix était plate, méconnaissable, dénuée de toute émotion. « J'ai mûrement réfléchi à la situation. Cela ne peut pas fonctionner. » Sofia sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Monsieur, je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer, » l'interrompit-il, toujours de dos. « Madame Valli vous donnera votre dernière paie et votre solde de tout. Comte, faites vos affaires et quittez la villa avant ce soir. » Il ne mentionna même pas l'accusation de vol. Ce n'était pas nécessaire. Il l'avait déjà condamné. Sofia ne pleura pas. Elle ne supplia pas. La douleur et l'injustice étaient si grandes qu'elles asséchèrent toutes ses larmes. Elle hocha la tête en silence, même s'il ne pouvait pas la voir. « Comme vous voudrez, monsieur. » Elle se retourna et sortit du bureau, le dos droit, sa dignité, la seule chose qui lui restait. La porte se referma. Alessandro resta seul, fixant un paysage qu'il ne voyait plus. Il avait peut-être sauvé son empire, mais il venait de perdre son âme, et le pire était encore à venir. Sofia retourna dans sa chambre, le cœur un désert de cendres. Sa mère, Anna, était assise sur le lit et la regardait avec des yeux confus, sentant le désespoir de sa fille, sans en comprendre la raison. Elle commença à plier ses quelques vêtements, ses gestes mécaniques, lents. Chaque t-shirt plié était un morceau de son avenir qui s'effritait. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. C'était Madame Valli, la gouvernante en chef. Sur son visage, une expression de triomphe mal dissimulée. « Je vous ai apporté votre solde de tout compte », dit-elle en posant une enveloppe sur la commode. « Dépêchez-vous. Monsieur Conti ne tolère aucun retard. » Sofia ne répondit pas. Elle ne lui donnerait pas la satisfaction de la voir pleurer. Mais à ce moment précis, une autre ombre se dessina sur le pas de la porte. C'était Alessandro. Madame Valli se raidit, surprise. « Monsieur, je ne faisais qu'exécuter vos ordres. » Alessandro l'ignora. Ses yeux étaient fixés sur Sofia, sur la petite valise ouverte sur le lit. « Que faites-vous » lui demanda-t-il, la voix étrangement calme. Ce fut la gouvernante qui répondit, impatiente. « Elle fait ses valises, comme vous l'avez ordonné, après son licenciement. » Alessandro se tourna lentement vers Valli. Un froid mortel était dans son regard. « Mes ordres ? Je ne vous ai donné aucun ordre de renvoyer Sofia. » Le visage de la gouvernante blêmit. Son château de mensonges s'effondra en un instant. « Mais le vol, le protocole, » balbutia-t-elle. « Le vol ?» dit Alessandro en sortant de sa poche le presse-papier en argent. « Vous parlez de ça ?» Il le fit briller sous la lumière. « J'ai passé la nuit à regarder les enregistrements des caméras de sécurité, pièce par pièce, couloir par couloir. » Il fixa la gouvernante, qui tremblait maintenant visiblement. « Je sais exactement comment cet objet est arrivé dans la chambre de Sofia, et ce n'est pas elle qui l'y a apporté. » La vérité tomba dans la pièce, lourde et tranchante comme du verre. « Madame Valli, » dit Alessandro, son ton était désormais de l'acier pur. « Prenez vos affaires, quittez ma maison, maintenant. » La femme, vaincue et humiliée, s'enfuit de la pièce sans un mot. Sa tyrannie était terminée. Alessandro et Sofia restèrent seuls, avec Anna qui les regardait, inconsciente de tout. Sofia était confuse, blessée, mais une petite graine d'espoir commença à germer dans son cœur aride. Alessandro s'approcha. Il semblait être un autre homme. Le masque cynique avait disparu, ne laissant qu'un visage marqué par la douleur et le remords. « Je ne t'ai pas renvoyé, » dit-il, la voix brisée. « J'ai été un lâche. J'ai laissé la peur et les affaires prendre le dessus. » Il fit un pas en avant. « Mais ensuite, je suis retourné dans la chambre de ma femme et j'ai compris. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « J'ai perdu Livia à cause d'une maladie qui lui a volé l'esprit, morceau par morceau. Je sais ce que c'est que de mener cette bataille. Je sais ce que c'est que de se sentir seul contre le monde. » Il regarda Sofia avec une intensité qui la fit trembler. « Hier soir, sur la terrasse, je n'ai pas vu une domestique qui enfreignait les règles. J'ai vu une fille avec une force que j'ai moi-même perdue il y a si longtemps. » Il prit une profonde inspiration, comme si les mots suivants lui coûtaient tout. « Je veux créer une fondation au nom de ma femme, une fondation pour aider les familles, comme la tienne, pour donner de la dignité à ceux qui sont en train de tout perdre. Mais je ne peux pas le faire seul, conclut-il, sa voix un murmure. Je n'ai pas la force.
Je n'ai pas le cœur qu'il faut. J'ai besoin de quelqu'un pour me guider. Quelqu'un avec un vrai cœur. » Il lui tendit la main. « J'ai besoin de toi, Sophia. » Ce n'était pas une offre d'emploi. C'était un appel à l'aide, une offre de rédemption, pour tous les deux. Sophia le regarda. Elle vit son âme à nu, ses blessures exposées, et elle comprit que sa douleur reflétait la sienne. Les larmes coulèrent enfin sur son visage, mais c'étaient des larmes différentes, des larmes d'espoir. Lentement, elle posa sa main dans la sienne, un geste qui scellait un nouveau départ, né des cendres du désespoir. Aimez-vous cette histoire? Votre like nous aide beaucoup à continuer. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. Maintenant, nous continuons la vidéo. Sophia accepta. Ce geste, cette main tendue au moment le plus sombre, fut une bouée de sauvetage. Alessandro ne perdit pas de temps. Le lendemain, son équipe d'avocats travaillait déjà à la création de la fondation Livia Conti. Le contrat avec Rossetti partit en fumée, coûtant des millions à l'entreprise. Mais pour la première fois, Alessandro se fichait de l'argent. Il avait trouvé quelque chose de plus précieux, un but. La première décision de la fondation fut de s'occuper d'Anna, la mère de Sophia. Ils la transférèrent dans une magnifique maison de retraite sur les collines, un endroit lumineux avec un jardin plein de fleurs et un personnel spécialisé. Sophia allait la voir tous les jours, et pour la première fois depuis des mois, elle la voyait sereine, tranquille. Le poids écrasant de sa responsabilité s'était enfin allégé. Libérée de cette angoisse constante, Sophia s'épanouit. Elle commença à travailler aux côtés d'Alessandro. Elle n'était plus une domestique. Elle était le cœur battant de la fondation. Son empathie, née de la douleur, était la boussole qui guidait chacune de leurs décisions. Ils rendaient en visite à des familles, écoutaient des histoires, distribuèrent de l'aide. Sophia comprenait leurs besoins car ils avaient été les siens. Alessandro, de son côté, découvrit une facette de lui-même qu'il ne connaissait pas. L'homme d'affaires cynique apprit à écouter. L'homme solitaire apprit à se connecter. Il regardait Sophia parler à une famille en difficulté, et il voyait une force et une compassion qui le laissaient sans voix. La villa, autrefois une salle d'exposition froide, commença à se transformer. Les pièces vides se remplirent de projets, de dossiers, d'espoir. La salle à manger, formelle, devint leur bureau. Ils passèrent des heures à travailler ensemble, à planifier, à rêver. Et pendant ces heures, leur relation professionnelle commença à changer. Ils se surprirent à parler non seulement de travail, mais de leur vie, de leurs peurs, de leurs rêves perdus. Il lui parla de Livia, pas seulement de la maladie, mais de la femme qu'elle avait été, de leur amour. Elle lui parla de son père, parti trop tôt, et de son rêve brisé de devenir infirmière. Les barrières entre eux tombèrent, les unes après les autres. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient sur un projet, leurs mains se frôlèrent. Ce fut un contact fortuit, mais ils ressentirent, tous les deux, une décharge électrique. Ils se regardèrent, et dans ce regard, il n'y avait plus l'employeur et l'employé. Il y avait un homme et une femme. « Sophia, » dit Alessandro, la voix rauque, « je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. »« Moi non plus, » murmura-t-elle, le cœur battant à tout rompre. L'amour naquit ainsi, de manière naturelle et inévitable, comme une fleur qui éclot au milieu des ruines. Ce n'était pas un amour passionné et dévorant. C'était un amour mûr, né de la compréhension mutuelle, du respect, du partage de la douleur. 1 an plus tard, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple, dans le jardin de la villa. Il y avait peu d'invités, seulement les amis les plus proches. Et Anna, la mère de Sophia, assise au premier rang, un sourire serein sur le visage. Elle ne comprenait peut-être pas tout, mais elle sentait le bonheur de sa fille, et cela lui suffisait. Le contrat perdu avec Rossetti n'avait pas entamé l'empire d'Alessandro. Au contraire, l'histoire de la fondation avait fait la une des journaux. Son image avait changé. Il n'était plus seulement un homme d'affaires impitoyable, mais un philanthrope. De nouveaux partenaires, attirés par cette nouvelle éthique, s'étaient manifestés. Les affaires allaient mieux qu'avant. Alessandro avait appris la leçon la plus importante. La vraie richesse ne se mesure pas en argent. 3 ans plus tard, par une journée ensoleillée, une petite foule est rassemblée devant un bâtiment neuf et moderne. Sur l'enseigne, on peut lire « Centre Mémoire Vive, Fondation Livia Conti ». C'est la première structure résidentielle créée par la Fondation, un modèle de prise en charge avant-gardiste pour les malades d'Alzheimer. Alessandro et Sophia, main dans la main,
sont sur scène pour l'inauguration. Il prend la parole. « J'ai passé des années à construire un empire basé sur les chiffres, dit-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. Mais j'ai appris d'une femme extraordinaire que la vraie valeur se mesure en actes de gentillesse. » Ses yeux cherchent Sofia dans la foule. « Cette fondation n'est pas née de ma douleur, mais de la force de ma femme, Sofia. C'est elle le cœur de tout cela. » Ensemble, ils coupent le ruban rouge sous les applaudissements des gens. Dans le public, assise dans un fauteuil roulant, se trouve Anna. Elle est plus âgée, plus fragile, mais dans ses yeux, il y a une lueur de paix. Une jeune infirmière se tient à ses côtés, lui caressant la main. L'histoire qui avait commencé par une humiliation publique, une robe tachée et un mot cruel, s'était transformée. Elle était devenue un héritage d'amour et de dignité pour des milliers de personnes. Alessandro et Sofia avaient prouvé qu'un seul acte de courage, poussé par l'amour, peut réveiller un cœur endormi et transformer la douleur la plus profonde en un espoir pour le monde entier. Pensez-vous que la gouvernante en chef a eu ce qu'elle méritait? Ou la justice? A-t-elle été trop clémente avec elle? Et seriez-vous capable de pardonner à un partenaire commercial qui a fait passer le profit avant la dignité humaine? Laissez un like si vous croyez que la compassion est la plus grande forme de force. Abonnez-vous pour d'autres histoires où le bien triomphe de l'arrogance. Commentez « La dignité a gagné » si vous aussi, vous êtes heureux de cette fin.